Bienvenue au Musée McCord, bienvenue à la deuxième rencontre de notre troisième saison d'échanges urbains. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver tous en grand nombre, d'ailleurs, qu'à chaque fois, on est complet pour ces merveilleux échanges. Et puis, je pense que c'est vrai que le sujet à l'ordre du jour ce soir interpelle beaucoup de gens et on a envie d'entendre ce que nos invités vont avoir à nous dire. Alors, pour ceux qui n'étaient pas présents à notre premier échange, sachez que cette année, on a changé la formule quelque peu, en invitant 3 intervenants dont les points de vue peuvent différer. Et je pense que ce soir, il va y avoir des points de vue qui vont différer, parfois considérablement, de façon à lancer un véritable débat et de laisser plus de temps aussi à la discussion entre nos invités et avec le public. Please note that tonight's presentation will be in French. However, you can, of course, participate to the question period in English. And please keep in mind that after the conference, there will be a glass of wine that will be served in the atrium. Alors, ce soir, pour débattre d'un sujet qui nous tient tous à cœur, nous avons invité 3 Montréalais très engagés dans la ville, chacun à leur façon, et que j'ai le plaisir de vous présenter. D'abord, Mme Frédérique Doyon, qui est journaliste culturelle au Devoir pendant 10 ans. Elle y a couvert des sujets qui lui tiennent à cœur, tels que les politiques culturelles, le patrimoine, l'architecture, les musées, outre la danse qui était sa spécialité, qui est toujours sa spécialité. Elle poursuit maintenant son parcours à titre de journaliste indépendante. Claude Provencher, qui est associé fondateur de Provencher-Roi. Il est considéré comme l'un des instigateurs de la nouvelle architecture urbaine issue de la fin des années 70 au pays. Et puis, on ne compte plus à Montréal et ailleurs, d'ailleurs, le nombre de projets qui portent sa marque des grandes institutions culturelles, universitaires et gouvernementales jusqu'aux projets résidentiels de prestige. Il s'est vu attribuer de très nombreux prix, je ne vais pas tous les énumérer, mais entre autres celui du gouverneur général, du Canadian Architect et de l'Ordre des architectes du Québec. Il est fellow de l'Institut royal d'architecture du Canada. Il siège en tant que membre de la Commission des biens culturels du Québec au Comité consultatif de l'urbanisme de la Commission de la capitale nationale à Ottawa, etc., etc. Mais voilà, c'est une brillante carrière. Charles-Mathieu Brunel, autre brillante carrière, fondateur de l'ATEU, une institution, je pense, que vous connaissez tous, unique en son genre, qu'il a dirigée pendant 9 ans et qui a obtenu de nombreux prix dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme et des affaires. Charles-Mathieu assure depuis 2008 la direction générale d'Espace pour la vie, le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada, qui regroupe notamment le planétarium Rio Tinto Alcan, le biodôme, l'insectarium et le jardin botanique de Montréal. À la tête de cette institution, il a mené la réalisation du Centre de la biodiversité au jardin botanique en 2011 et du planétarium Rio Tinto Alcan en 2013. Il a maintenant amorcé la réalisation de projets de migration du biodôme et métamorphose de l'insectarium. Et ces 2 derniers projets ont fait l'objet de concours d'architecture internationaux dont Charles-Mathieu va sûrement nous parler ce soir avec beaucoup d'éloquence. Alors, enfin, ce débat est présenté par Dinou Bombarou, qui est le directeur politique d'Héritage Montréal et que vous connaissez très bien et que je remercie encore une fois pour sa très précieuse collaboration. Alors, je lui cède la parole pour une courte mise en contexte avant d'écouter nos intervenants. Bonjour, bonne année. Vous savez, on a encore, tradition française oblige, on a le droit de se souhaiter les vœux jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, merci Madame Sauvage, merci au McCord, bienvenue à tous. Today, for those of you who had the privilege of coming here by metro, you were in contact with an architectural project of great endeavor, the Metro de Montréal, and maybe you got off at the McGill Metro Station, where you were greeted by a group of people disguised with animals. Who experienced that here? Voilà, je vois plusieurs. Alors, vous avez reçu un câlin. C'est une pub d'un marchand de bouffe pour les chiens et les chats. Et, parce que today is the International Squirrel Affection Day, and it's also the International Hug Day. So hug people. And
the Day of Architecture is on the 6th of October. So just keep that in mind next time you walk around in 6th of October. Maybe you have to hug an architect. And maybe architects will hug you, and maybe that will be good for our topic. Alors, écoutez, c'est un élément aussi, comment est-ce qu'on situe l'architecture sur l'espace public. C'est un des arts les plus anciens de l'humanité. Enfin, c'est ce qui distingue beaucoup l'humanité des animaux à certains égards, quoique on puisse dire qu'il y a des oiseaux qui font des nids, il y a des ours qui font des tanières et il y a des marmottes qui font des trous. Et par contre, quelques anecdotes personnelles. Il y a une trentaine d'années, je faisais un stage dans le cadre de Québec, Wallonie, Bruxelles, et on nous a appris qu'au 19e siècle, le mot architecte était considéré comme une insulte publique suite à la construction du Palais de justice de Bruxelles, qui est un monument spectaculaire que maintenant la Belgique, avec tout ce qu'elle a de doute comme au niveau de la structure politique, souhaiterait inscrire au patrimoine mondial. Il y a à peu près 25 ans, à l'Université de Montréal, en avril 1990, l'École d'architecture tenait un débat public sur la médiocrité en architecture. Évidemment, on est une école d'architecture, ce qui fait que, évidemment, la faute, c'était aux clients. Mais il y a quelqu'un qui a dit, l'architecte, vous savez, comme disait Hegel, il y a le héros, il y a les masses. La médiocrité naît quand les masses se mêlent du travail des héros. Alors, mettons qu'on n'est pas dans la convivialité avec ça. Mais c'était un débat public, l'auditorium était plein et visiblement, c'est un sujet qui a encore de la pertinence. Il y a une vingtaine d'années, vous rappellerez sans doute des crues du Saguenay. Peu de gens se rappellent du débat qui a eu lieu dans les pages du Devoir par la suite entre Lise Bissonnette et Claude Belland, le président du Mouvement des Jardins, après que Lise Bissonnette, elle-même une ancienne caissière de Caisse populaire dans Abitibi, Témiscamingue, je ne sais pas où, a espéré que la reconstruction du Saguenay ne se fasse pas avec une architecture de Caisse populaire. La réponse a été, le mouvement Caisse populaire est un mouvement coopératif, son architecture reflète l'être du Québec, donc le Québec dans la démocratie. Alors, ça touche beaucoup de mots qu'on voudrait un peu explorer à travers le panel ce soir. Il y a 5 ans, un autre élément d'anniversaire, il y avait une discussion dans le cadre du plan de la Société du Havre de Montréal. Il me reste 2 minutes. Et vous voyez, cette règle qu'on impose aux autres, on se l'impose à nous-mêmes. Héritage Montréal, le McCord, on n'a pas peur de tenir haut la justice. Et à l'occasion de cette discussion sur la Société du Havre, un des constats qu'on faisait, c'est qu'on n'avait pas de grands programmes qui permettaient de faire des œuvres marquantes d'architecture. Or, on investit des milliards de dollars dans des hôpitaux. Vous avez peut-être vu dans les journaux, Carignan, qui est ici avec nous, a fait un texte sur le CHUM. La semaine prochaine, c'est l'anniversaire du brevet sur les blocs Lego, mais là, on l'a fait à grande échelle, dans toutes les couleurs de la gamme. Et au moins, le Lego, ça se démonte après. Et CHUM, CUSUM, Sainte-Justine, le Jewish, des immenses chantiers, des centaines de millions de dollars. Est-ce qu'on bâtit du patrimoine avec ça? Est-ce qu'on peut se dire qu'on parle d'architecture ou on parle de construction, de l'attente du camping? Au 19e, il y a bien longtemps, on a, je l'ai dit, j'ai promis à Claude de mentionner ça, là, Firmitas, Utilitas et Venustas, donc les 3 clés de l'architecture selon Vitruve, le plus ancien livre d'architecture au monde, chez les Romains, la solidité, l'utilité et la beauté. Alors, comment est-ce qu'on combine ces mots-là? Avant de passer la parole à Claude, puis, qui sera suivi de Charles Mathieu pour introduire les propos de Frédéric, peut-être évoquer une chose, comment est-ce qu'on fait un lien? Et la question, nous, c'est est-ce que l'architecture est-elle un luxe, mais c'est aussi est-ce que l'architecture est un élément de culture? Je vous présente ici l'organigramme du ministère des Affaires culturelles de 1975, année de fondation d'Héritage Montréal. C'est un organigramme qui est basé sur l'idée d'un village avec le manoir seigneurial qui est la ministre ou le ministre. Et après ça, toutes les divisions, c'est les maisons du village. Si vous allez voir le ministère de la Culture aujourd'hui, son organigramme, ça a l'air d'un diagramme de chauffage ou d'électricité. Et c'est formidable, mais on est dans l'ère de ça. Et peut-être qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Alors, est-ce que l'architecture, la culture, c'est un cas d'événement, d'équipement ou c'est un cas d'ADN profond? Claude, à toi la parole. Alors,
C'est une bonne introduction. Je te remercie, Dino. Une salle intéressante, puis c'est formidable de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent encore au sujet. Nous autres, les architectes, on est sans voix. On essaie tout le temps de vraiment de porter ce message-là. Mais je vais avouer, sans être défaitiste, que c'est un message qui est difficile à porter parce que on en parle peu. Il y a très peu de choses qui se passent, évidemment, dans le milieu et dans les journaux. Donc, rarement, on adresse ces questions-là et on pense que je pense que la communauté est mal entourée. Il y a un sujet à se voir, c'est est-ce que c'est un luxe, l'architecture, un luxe inabordable? Moi, je ne sais pas, je le porterais différemment. Je ne pense pas que c'est un luxe, premièrement. C'est un besoin absolument essentiel. On ne va pas voir des villes moches, on va voir des villes qui sont intéressantes. Et peut-être essayer de faire la part des choses aussi, c'est que depuis 25-30 ans, j'ai préparé une présentation que je ne ferai pas ce soir, qui trace un peu l'évolution de Montréal depuis 25 ans. On pense tout le temps que Montréal, c'est l'inertie, qu'il n'y a rien qui se passe, que ça ne bouge pas. Et tout le contraire, il s'est passé énormément de choses je dirais, dans les 30 dernières années, c'est-à-dire de 84 à aller à 2014. Quand on regarde ce qui s'est fait, là, puis qu'on prend un peu de recul, bon, on peut dire il y a eu des gens qui ont porté des projets qu'ils ont menés à terme. Et je peux citer rapidement les plus récents, là, c'est le quartier international, le quartier des spectacles. Il y a eu le Faubourg des Récollets, en fait, qui a été le prélude au développement de Griffintown. Toute la transformation du Vieux-Port, il ne faut jamais l'oublier. Il y a eu Faubourg Québec. Il y a eu toute une série de projets qui ont définitivement changé la donne à Montréal. Par contre, et donc, il y a eu des éléments et des donneurs d'ouvrages, des fonctionnaires éclairés, des fonctionnaires vraiment enthousiastes, avec des politiciens qui ont réussi. Moi, je peux témoigner que souvent, ce sont les fonctionnaires, les gens qui sont en place dans la machine, qui arrivent à convaincre les politiciens qui sont de passage. Hein, souvent, c'est 4 ans, 8 ans, on les voit passer. Et qui, dans certains cas, ils n'ont absolument aucune sensibilité au sujet. On ne va pas leur en vouloir parce qu'on ne peut pas tous être des créateurs puis des architectes dans l'âme. Et il y en a qui n'ont pas cet ADN-là, puis qui n'ont pas cette culture-là. Alors, je pense que c'est important que la fonction publique, et quand on parle du secteur public, parce que le secteur privé, c'est un autre domaine, c'est une autre dimension. Mais je pense que le secteur public, c'est le secteur qui est le secteur pilote. C'est celui qui fait avancer les choses. C'est lui qui inscrit la transformation dans le domaine. Quand on regarde, je faisais référence au quartier international, bien, ça a permis de requalifier un secteur qui était, écoutez, dans les années 80, c'était Pascal avec l'autoroute à ciel ouvert, puis des stationnements à perte de vue, puis c'était rien. Et aujourd'hui, on a réalisé le Centre de commerce mondial, on a réalisé la Caisse de dépôt, on a réalisé le Palais des congrès. Donc, on a requalifié un secteur et c'est vraiment des gens du secteur public qui ont fait arriver les choses. Alors donc, ils ont été là, ils ont porté des projets, ils se sont investis dans ça. Et aujourd'hui, on en voit le résultat. Et les politiciens se sont fait, je dois l'avouer, dans certains cas, tirer l'oreille. Alors donc, c'est important, je pense, que tout le monde communique le message et de l'importance de prendre l'espace, de prendre la place, puis de créer vraiment des événements, des événements ou des bâtiments qui sont représentatifs. Mais dans le secteur privé, c'est une autre histoire. Il y a certains donneurs d'ouvrages privés qui ont vraiment les qualités suffisantes puis pour porter aussi une architecture meilleure.
mais disons que ce n'est pas en grande quantité. Il faut avoir vraiment beaucoup de patience et de courage pour être capable d'amener ces gens-là. Maintenant, comment on fait pour améliorer cette architecture-là? Ben, il y a beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de moyens. Il y a évidemment des formules qui sont différentes, mais au départ, ça prend des bons professionnels. Je pense que ça, on n'y échappe pas. Moi, pour avoir été témoin pendant 16 ans à Ottawa, sur la commission, pour juger de projets qui nous passaient dans les mains, et autant à Québec avec le Conseil du patrimoine, c'est dommage, mais on ne peut pas avoir une bonne architecture sans un bon architecte. Et c'est malheureux, les architectes, nous autres, on construit, puis on a le résultat d'en face. Les médecins, les autres, ils enterrent leur erreur. Ça fait que c'est pas compliqué. Donc, c'est typique de la société. Je veux dire, tu as des bons comptables, tu as des bons juristes, tu as des bons architectes, tu en as des moyens, tu en as des pas bons. Mais ça, alors donc, il faut être capable de comprendre cette dynamique-là, puis c'est pas parce que tu as le titre d'architecte que tu es nécessairement un champion. Alors, c'est pas donné à tout le monde, puis ça prend beaucoup de consultations publiques. Moi, je pense que chapeau à Héritage Montréal qui joue ce rôle-là. Alors, donc, ça prend des bons donneurs d'ouvrage, mais ça prend aussi des bons professionnels. Les deux vont ensemble. Et en même temps, ça prend une force du milieu qui communique tout le temps avec les institutions puis le public. On vient de voir le résultat de tout ce qui s'est passé avec nos grands hôpitaux. Il va pas besoin d'être un cours classique pour dire que c'est pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être, que c'est vraiment des rendez-vous manqués dans les deux cas. Et tout ça tient au dogmatisme du gouvernement qui a imposé une volonté technocratique, bureaucratique et économique à travers un mode qui a été décrit par tout le monde, le mode de PPP et les design build, là, les clés en main, les fameux clés en main, où la qualité n'est pas au rendez-vous. Moi, je vis ça. On fait des projets, je m'excuse, mais c'est pas le mode qui favorise une réelle qualité. Et on a très peu entendu le public en parler. On l'a. Nous autres, les architectes, on s'est battus. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée qu'on ne s'est pas battu. On s'est battu beaucoup. On continue. Mais je ne pense pas qu'on a eu tout le support de la communauté qu'on aurait dû avoir pour dire « Hey, arrêtez ça, là. » Là, on est en train de créer des monstres, des choses qui sont totalement inintéressantes. On a vu la salle symphonique. Le résultat est pathétique. Alors, ça, je pourrais en parler longtemps, là, mais on aura peut-être un petit échange tantôt pour discuter de ça. Mais moi, je pense que l'architecture, d'abord, ce n'est pas un luxe. C'est quelque chose de fondamental dans une société. Puis, il faut que les gens s'en intéressent, puis il faut que les gens posent des questions, puis ils aident le peu qu'on est dans cette communauté architecturale-là pour faire la différence. Alors, voilà. Ça, c'est mon intro. Puis le reste, mais écoutez, je vais répondre à vos questions. Je vais laisser l'espace à mon ami Charles pour faire la suite. Hein? C'est ça comme ça que ça se passe? Alors, je ne sais pas si j'ai cassé la glace correctement, mais disons que des fois, ça part, ça n'arrête pas. Mais là, pour l'instant, je vais arrêter. Merci, Claude. C'est pas un arrêt, c'est juste une pause. C'est ça, une pause. En passant, j'ai noté l'usage du mot « monstre ». Et j'ai justement cherché en préparation la définition du mot « monstre » ici. Et un monstre est un individu, une créature dont l'apparence, voire le comportement, surprend par son écart avec les normes d'une société. Mais je pense qu'on parle de pire que ça, franchement. Et il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il y a une notion d'avant-garde qui est implicite à ce qui vient d'être mentionné, puis qu'on va explorer aussi. L'étymologie, une possibilité de l'origine du mot monstre, c'est le mot latin monstrum. Il y a beaucoup de latin ce soir. On parle d'architecture, c'est un mot grec. Donc, on est dans le classique. Il l'a dit, collège classique.
mot latin monstrum signifiant simplement présage. Alors, peut-être que le monstre est aussi le prophète. Alors, sans embarquer trop loin sur ce mot, Charles Mathieu, Brunel. Merci. Bon, ben, ça vole haut. Merci de l'invitation. Merci Suzanne, merci Dino. Merci Mme Landry. Merci à vous. C'est étonnant et c'est fantastique de vous voir si nombreux assis pendant l'heure du souper pour discuter de choses comme l'architecture. Et puis, moi, ce que j'ai envie peut-être de provoquer un peu le débat après, mais il me semble que quand on a commencé à construire autour de nous, quand on a commencé à ériger des villes, c'est parce qu'on voulait s'affirmer. On voulait dire, je suis capable de dominer la nature, je suis capable de la vaincre, j'ai besoin de créer. Mais on avait aussi beaucoup d'envie, et je pense que c'est ça un peu construire, de s'abriter, d'héberger les gens qu'on aime, les protéger, inspirer la confiance, la sécurité, créer un environnement dans lequel on se reconnaît et dans lequel on se sent bien. Pour moi, c'est ça l'architecture. Et puis, je vous dirais que ce départ de vouloir s'affirmer, on doit passer à autre chose. Et ça, ce n'est pas pour rien enlever aux architectes, mais l'enjeu est beaucoup plus global que juste faire le beau. Parce que ce que je viens de dire, ça comprend le beau. La beauté, c'est ce qui nous inspire, c'est là où on a envie d'être. Est-ce que les villes qu'on voit pousser autour de nous, c'est dans ces endroits-là que l'on se sent bien, que l'on veut héberger, qu'on veut élever nos enfants, dans lesquels on veut travailler, dans lesquels on veut respirer, dans lesquels on veut se déplacer? Il faut retrouver simplement la valeur de dans quel environnement on veut vivre. Et l'enjeu est tellement important par rapport à la nature, puisque maintenant, on a une certaine maturité. Ça fait quelques centaines de milliers, de millions d'années qu'on est ici, centaines de milliers, millions. On a maintenant une affirmation comme espèce. On pourrait peut-être réfléchir plus globalement, ensemble, et dire, bon, on prend les choses en main. On n'a pas besoin tant que ça de s'affirmer individuellement, mais collectivement, il faut qu'on se prenne en main. Puis c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Parce que c'est ce que l'on veut maintenant. Et collectivement, tout ce mouvement que l'on fait, de vouloir plus intervenir, que le citoyen veut plus intervenir, ne peut pas faire autrement en architecture que passer par un concours. Pourquoi? Parce que malgré le talent des professionnels, le problème est complexe. Pas compliqué, complexe. Et qu'on veut quelque chose de collectif. Donc, on ne veut pas l'idée d'une personne. On veut que cette idée évolue pour finalement traduire nos besoins à tous. C'est-à-dire de s'abriter, d'héberger les gens qu'on aime, de travailler dans un environnement dans lequel on a confiance et qui est sain et qui est beau. C'est sûr, puisqu'on héberge les gens qu'on aime, donc on veut les entourer du beau. Alors, ce concours, ce collectif est important et il doit aussi intégrer, évidemment, le recyclage, acheter local, développement autour, pas de pollution, le moins possible, parce qu'on veut un environnement sécuritaire, beau, dans lequel on abrite les gens qu'on aime. C'est comme un poème, c'est la même chose. Et là, la difficulté des concours, puis là, on a passé un concours international grâce à Marie-Josée et son équipe, qui a été vraiment un moment important dans lequel on a convié les citoyens pour dire « Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a-t-il besoin d'un autre musée? Comment on le ferait? Comment vous feriez? Est-ce que vous êtes à l'aise de travailler avec des insectes, de les avoir proches de vous? C'est-tu trop proche? C'est-tu trop loin? » Et cette complexité doit absolument faire appel à des expertises complémentaires. Et puis la créativité, comme la biodiversité, c'est de la diversité. Alors, si vous voulez qu'on s'enrichisse, ce n'est pas juste une question morale qu'on ne fait pas de famille avec nos frères et nos sœurs et nos cousins. C'est une question de survie d'espèce. Alors, presque instinctivement, sauf certaines personnes dans les deuxièmes cousins qui ont eu des permissions du pape il y a quelques années, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas parce qu'on a besoin de diversité. Alors, pourquoi on aurait besoin de diversité pour la vie, puis pour la créativité, on n'aurait pas besoin de diversité? Et puis, vous avez besoin de ça pour enrichir. Alors, pour enrichir la créativité, l'écriture, dans l'architecture comme dans le reste, bien, on fait des concours internationaux
parce que ces personnes arrivent avec des points de vue, des changements de paradigme que l'on n'a jamais ou qu'on en a peu vus. Mais on a évidemment que, pour moi, l'endroit où il est le plus urgent d'intervenir, c'est en architecture. Et je ne peux pas m'imaginer que on se promène dans ces villes qui nous ressemblent parfois, pas beaucoup, parce qu'on n'y participe pas vraiment, parce qu'on ne s'implique pas vraiment. Donc, pour moi, c'est vraiment important que vous soyez là. Et je veux que ça soit clair que ça va passer par le mouvement citoyen, puis à mon avis, ça passe aussi par des concours. Et puis, je m'en viens, là. Je m'en viens. J'ai quasiment tout dit. Il me reste 5 minutes. Bon, regarde, je vais en donner à d'autres. Et puis, je vais terminer avec ça. L'aspect le plus important, et je vais insister là-dessus, c'est, à mon avis, la biodiversité. C'est-à-dire que je veux amener dans ce débat-ci le débat de la conscience de construire en ce moment, aujourd'hui, ne peut pas être fait comme on l'a fait depuis 100 ans. Impossible. On ne peut pas construire des tours de cette manière-là, aujourd'hui, sans intégrer le recyclage d'eau, sans intégrer la purification d'eau, sans intégrer des jardins, sans intégrer des jardins verticaux, sans intégrer tout ça. C'est impensable que l'on continue à construire de la façon dont on construit. Il faut absolument changer. C'est par la pression du public qu'on va y arriver. Alors, la préservation de l'espèce humaine, la préservation de l'environnement, le retour de l'environnement, puis j'irais même plus loin que ça. Continuer à construire en soutirant de la terre tout ce qu'on lui soutire en ce moment, hein, pour après ça édifier des choses qui après tombent et on recommence, à mon avis, il faut se poser des questions. Alors, ce n'est pas juste une question de beauté, c'est une question de façon de s'abriter, une façon de vivre. Alors, première chose, concours. Deuxième chose, sérieuse réflexion sur l'environnement. Merci. Merci, Charles Mathieu, de très belle chute. C'est du Frank Lloyd Wright. Pour terminer, peut-être pour ajouter un point de vue, on a parlé de débat public. Effectivement, il y a des enjeux qui sont sur la scène publique, mais les médias, peut-être, c'est une bonne question à se poser. On a vu il y a, je pense, 2 semaines, enfin, François Cardinal qui s'est fait descendre en flammes parce qu'il a osé dire que les hôpitaux étaient moches. Et puis on a dit, ben, pose-toi pas de questions là-dessus, c'est pour les patients. Alors, on va rendre une ville malade pour servir des patients qu'on veut effectivement bien soigner, là. Mais c'est la question des médias. Comment est-ce qu'on peut discuter de ça? Alors, Frédéric Doyon. Merci. Alors, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Non, mais effectivement, les quelques fois que j'ai traité des questions, surtout des enjeux d'architecture quand j'étais au devoir, ce qu'on me revenait souvent avec ça, ah oui, mais les médias n'en parlent pas. Puis c'est un fait, je pense que vous serez d'accord avec moi que les médias généralistes, quotidiens surtout, en traitent peu, font peu de place, à part, bon, il y a les cahiers, les fameux cahiers, Mon Toit, Habitation et compagnie, mais sinon, on en traite de manière vraiment plus ponctuelle. C'est dommage parce qu'on a quand même, c'est vrai qu'on a un rôle d'informer, d'éduquer, de vulgariser, qui peut-être à ce titre-là est plus ou moins bien rempli, malheureusement. Mais je vais un petit peu vous parler, juste pour commencer, de comment ça fonctionne dans un journal où j'ai passé quand même 10 ans, et pour montrer que le fonctionnement d'un média repose aussi sur... c'est-à-dire qu'en culture, par exemple, on a chacun ce qu'on appelle dans le jargon un beat. Il y en a qui traitent de cinéma, il y en a qui traitent de médias. C'est très, très segmenté comme ça. Et moi, j'étais une des seules avec un autre collègue qui traitait de questions, disons, d'actualité culturelle plus large. Et donc, c'est un peu, on traitait d'architecture un peu quand moi ou quand mon collègue ou quand quelqu'un avait envie d'en parler ou remarquait ou... Puis encore là, il faut défendre son point au patron, au pupitreur. Et donc, il y a une compétition féroce parfois entre les sujets qui vont finalement être choisis pour le lendemain.
Mais il faut aussi comprendre que les médias, oui, la photomédia, mais les médias, c'est aussi un reflet de notre société, des préoccupations de notre société. Puis ça semble vraiment dire en bout de ligne que c'est peut-être aussi un problème d'intérêt de notre population en général. Il faut aussi comprendre qu'un média aussi repose sur les valeurs, comme je vous le disais, les valeurs que véhiculent ses propres journalistes. Et par exemple, au Devoir, l'architecture, on en a traité d'abord dans les pages formes qui ont été créées il y a une vingtaine d'années. Et c'est Sophie Gironnet qui a mis ça sur pied. Et donc, c'était vraiment c'est de son propre intérêt, en discussion avec les patrons de l'époque, qu'elle a mis ça sur pied. À l'époque, c'était une page hebdomadaire. C'est devenu Deviso, page mensuelle. Mais bon, c'est rien à côté du New York Times qu'il y a eu dans les années 90-2000. Je pense qu'il y avait un critique à temps plein. Tous les jours, il y avait de l'architecture dans le journal. Même chose au Globe and Mail, je pense. Ça s'est pas rendu jusqu'ici, visiblement, cette approche-là. Le problème des médias aussi, c'est qu'on aborde souvent l'architecture quand il est question de ratage, quand il y a une controverse quelque part à les déterrer, ou pour ses coups d'éclat. On aime les gros projets, les projets qui ont un effet wow, alors que c'est clairement pas ceux-là qui font leur marque nécessairement. On parle souvent d'architecture iconique. C'est surtout de ces projets-là qu'on entend parler malheureusement dans les grands médias, alors que souvent c'est des projets, oui, dont on parle parce que ils ont des formes parties spectaculaires, mais ils ne sont pas nécessairement mieux intégrés dans leur environnement urbain. Le problème aussi de médias, c'est qu'ils exaltent souvent les clichés autour de l'architecture. Je sais pas, je me souviens de l'époque où il y avait, je ne sais même pas si ça existe encore, les émissions de télé-réalité. Je ne suis pas très téléphage, mais télé-réalité du type Extreme Makeover qui cultivait vraiment des clichés architecturaux qu'après ça, qui se répandent dans la société. Puis j'ai toujours été étonnée quand j'arrive chez Home Depot, puis qu'il n'y a pas tant de choix que ça, dans le fond. C'est toujours, on te présente tout le temps les mêmes modèles de cordes-ronds, puis de cordes-ronds, puis de... C'est dû, entre autres, à ça aussi. Juste pour prendre quelques cas récents médiatisés, justement, puisqu'on en parlait, on en a parlé brièvement avec M. Provencher. Bon, le dernier en liste serait peut-être le pont Champlain, mais je ne sais pas si vous remarquez, mais on avait passé beaucoup plus de temps à débattre de son nom que de son véritable concept architectural. On en a parlé, bien sûr, mais il me semble qu'en tout cas, ce qui a surtout fait éclat dans les journaux et les médias, c'était le nom du pont. L'OSM en est un autre exemple. Je pense ça a tellement été long avant que ce projet-là aboutisse qu'on avait peut-être de grandes attentes, puis on a peut-être été un peu déçus. Moi, je passais souvent devant la maison symphonique en vélo en arrivant au travail, puis à chaque fois, je le regardais, puis j'essayais de le décoder, puis je n'étais pas sûre de comprendre ce que les architectes avaient voulu dire dans ce mélange de vert, pierre grise. Puis, en fait, un exemple vraiment patent de son problème fondamental, c'est « Et où la porte? » Moi, je suis arrivée, la première fois que je suis rentrée là, j'arrive par l'esplanade de la Place des Arts, parce que c'est vitré, c'est là que c'est attirant. Je cherchais la porte désespérément. Pourquoi ils ont foutu la porte de l'autre côté? Je n'ai jamais trop compris. En tout cas, si on regarde le CUSUM, on en a parlé un petit peu, si on regarde un peu les traits communs de ces projets-là, je pense qu'on va trouver une partie de la réponse aussi du problème de ces architectures un peu sans qualité. On en a un petit peu parlé. Les PPP, ce sont tous des PPP, puis ça a été souvent décrié quand je m'entretenais avec des architectes ou des intervenants du milieu. Le fait que ce soit des PPP, le fait qu'on est envahi aussi par le fameux discours néolibéraliste qui promeut le moindre coût, toujours. Puis nos politiciens ne sont pas très non plus engageants. Il me semble qu'à chaque fois qu'on parle d'un projet, on va surtout plus défendre le fait qu'on va respecter les coûts versus faire valoir le concept architectural. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que la Caisse de dépôt, le projet avait doublé de coûts. Mais est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui de ça? On est content de ce scolaire, la Caisse des dépôts, bien plus qu'on parlerait du fameux dépassement de coûts de l'époque. Je pense aussi que le Palais des Congrès, si je me souviens bien, dans la première mouture,
l'appel de projet avait été, en tout cas, corrigez-moi, là, je ne sais pas si je dis vrai, mais le premier appel de projet, c'était tellement bas, le coût, qu'il n'y avait eu aucun dépôt de projet. Je pense aussi à Odile Hainaut, qui est une ancienne de l'Ordre des architectes, qui m'avait dit, dans le fond, c'est tout le système entier qui favorise la construction sans qualité. Tu sais, on pense aussi au fait que les municipalités dépendent des revenus en taxes, et donc les gros promoteurs, quand ils débarquent avec un gros projet, bien, eux, c'est une source de financement alléchante pour les municipalités. Ça fait probablement aussi partie du problème. Un défaut de vision d'ensemble aussi, ça, je pense, c'est revenu très souvent. Une vision urbanistique globale, pas juste à petits coups comme ça, ponctuels. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus laisser toutes ces controverses-là occulter le fait qu'il y a des très bons exemples d'architecture. Je pense que M. Provencher en a nommé plusieurs. Tout le réaménagement du quartier international, le Vieux-Port. Pour nommer certains de ces projets, même la réfection, la construction du nouveau pavillon Erskine américaine du Musée des Beaux-Arts. Il y en a des projets très réussis. Puis je me demande si on n'a pas un peu une fausse perception, parce que dans l'espèce d'océan de laideur, il y a plein de beaux petits projets, puis souvent, c'est des projets qui sont plus petits. On parle beaucoup récemment des jeunes architectes qui font des résidences magnifiques. C'est juste qu'on les voit moins. On pense aussi à toutes nos églises qu'on transforme de plus en plus. Et il y en a un exemple sur Saint-Denis, là, je pense, le sanctuaire Saint-Jude sur Saint-Denis qui a été tout refait. L'église dont je parlais du MBA qui a été adjointe au Musée des Beaux-Arts. Moi, je trouve quand même qu'il y a des signes que peut-être que le vent est en train de tourner. En tout cas, je veux me faire positive. Je pense aussi, déjà dans les médias, depuis qu'on n'a plus seulement des médias papier, Internet, les blogs, les canaux de diffusion se sont vraiment démultipliés. Il y a une toute nouvelle émission qui vient de commencer, animée d'ailleurs par M. Carignan, j'ai bien compris qu'il était ici. Archibranché, c'est bon signe. Il y a eu l'émission de Philippe Lupien pendant 10 ans, je pense. C'est Visite libre. Je pense aussi qu'il n'y a pas l'Ordre des architectes qui réclamait récemment une politique en architecture. Est-ce que ça ne pourrait pas changer quelque chose? La question lancée, je ne sais pas. L'intérêt qu'on a aussi, le contexte, en fait, qui favorise en ce moment le consommer localement, peut-être que ça va faire en sorte qu'on va s'intéresser beaucoup plus à notre architecture vernaculaire. En gros, je pense qu'on a souvent répété que les experts, les bons architectes, les experts ne manquent pas. On a le Centre canadien d'architecture qui est unique au monde. C'est peut-être juste qu'il reste des liens à faire entre tout ça. On revient peut-être à la question de la communication entre tous ces organes-là. Puis je terminerai en citant Jean-Claude Marsan qui disait « On ne manque pas de créateurs, mais d'ambition ». Il y a peut-être un petit peu ça aussi. Je pense qu'on pourrait peut-être tout à l'heure aborder la question. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi des causes, même un peu culturelles, plus profondes, qui n'expliqueraient pas le fait qu'on a pour nous, Québécois, on dirait que peut-être des résidus de christianisme en nous qui font en sorte qu'on pas trop beau, pas trop cher, surtout pas, alors qu'en Europe, beaucoup plus grande facilité de vivre avec des projets qu'on considérait ici comme complètement mégalos. Peut-être aussi, en conclusion, qu'en matière d'architecture au Québec, à l'image un peu de l'OSM, on privilégie la beauté intérieure au détriment d'une enveloppe trop affirmée, trop flamboyante. Peut-être aussi qu'on préfère les micro-manifestations architecturales dans le tissu urbain au détriment des édifices phares, mais malgré tout, on pourrait s'en permettre un peu plus. Merci. Merci. Merci que de mots. Tantôt, on a parlé de... On n'a pas parlé de biodiversité, mais on a parlé de créobiodiversité. Dehors, c'est le cryodiversité, en fait. Mais peut-être j'inviterais nos trois intervenants, Claude, Charles-Mathieu et Frédéric, à venir s'asseoir pour un échange. Je garde mes distances. Vous savez, c'est très important dans le arm's length dans notre domaine. Moi, je maintiens que
l'idée d'une journée Hug an Architect Day, ça serait pas mal. Mais ça pourrait être aussi étendu à Hug Architect Fan, also. I am an architect fan. Mais on a peut-être qu'il y a le thème des concours, ça mériterait qu'on travaille un petit peu là-dessus. Moi, j'aimerais ça. Charles Mathieu, tu sors d'un concours. On n'est pas à Radio-Canada, fait qu'on peut se tutoyer ici. Oui. Et tu as fait un plaidoyer pour ça. On sait que c'est une pratique qui est pas, on a l'impression que c'est un truc fashion récent, là, mais je veux dire, la bibliothèque municipale de Montréal, qui est sur la rue Sherbrooke, en face du parc La Fontaine, et la bibliothèque Saint-Sulpice, dont on s'interroge encore sur l'avenir, toujours incertain, un des plus grands monuments, c'est les fruits de concours d'architecture au début du 20e siècle, HEC, que Claude a transformé dans le cadre d'un consortium sur le square Vigée, qui est les premières HEC. C'est un autre concours d'architecture. Il y avait des concours pour les églises. Et chez les protestants, les catholiques, là, les juifs, tout le monde, il y avait des pratiques. Vous allez à côté de l'église Saint-James, on a l'édifice City Center. Les gens ne le connaissent peut-être pas. C'est sur la rue. C'est en face du... Le Birou, c'est quoi le japonais, le truc restaurant japonais, design? Enfin, c'est mon truc comme ça. Hein. Vous allez dans le hall d'entrée, il y a une mosaïque d'Alfred Pellan. C'est un concours que le bâtisseur de ce qui était essentiellement une shop de fourrure a lancé pour trouver un artiste pour faire une mosaïque dans son hall d'ascenseur. Alors, quand même pas rien, là. Donc, il y a un historique. Mais comment est-ce que ça se vit en 2014-15, l'idée d'un concours, alors que ce que tu as presque décrit, c'est un processus créatif. Ce n'est pas un processus. On a un paquet de documents, faites des propositions. Tout à l'heure, on a un jury qui délibère, puis là, pouf, on vous sort un champion. Et après ça, on verra, on va mettre l'image dans Canadian Architect, comme ça, on a un copyright, et puis le client, après ça, il est barré. D'abord, j'ai fait pas mal de concours. Hein. J'ai Oui, l'École nationale de cirque, la TAU, le Musée national de beaux-arts de Québec, le planétarium. Là, on en a fait un pour Espace pour la vie. Ce que je crois qui est important, c'est l'intention. C'est-à-dire que pourquoi on bâtit, qu'est-ce qu'on veut bâtir, mais c'est quoi l'intention? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux personnes qui habitent? Qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux personnes qui viennent? C'est un bâtiment public. Et le concours, je ferai l'analogie avec un concours qu'on a fait pour la programmation, l'animation de certains éléments à Espace pour la vie. Pourquoi on fait des concours avec le Conseil des arts de Montréal, par exemple? Pour voir les nouveaux talents. Quels sont les jeunes qu'on n'a pas vus? Quelles sont les personnes qui pourraient peut-être compétitionner les grands maîtres qu'on a? On peut pas s'imaginer qu'on va construire le monde de demain avec les gens qu'on connaît, puis les gens qui nous sont référés parce qu'ils ont fait une bonne job. C'est insensé de faire ça aujourd'hui en 2000. En l'an 2000, c'est incroyable. Il y a tellement de talents, il y a tellement d'immigration, il y a tellement de personnes qui viennent de partout. Pourquoi on ne se fierait pas sur cette base-là? D'autant plus que, comme je le mentionnais, le concours, il y a, par exemple, construction biophilique ou construction LEED, des enjeux muséographiques, des enjeux de design, des enjeux de qualité de l'air, d'accessibilité universelle. On le sait maintenant du design intégré. On a besoin d'avoir cette complémentarité d'expertise et ce point de vue qui nous vient d'avoir un jury en plus. Un jury qui est compétent dans ces différents domaines, peut contribuer à construire. Tu fais un espace énorme pour plus de monde, tu vas avoir le plus de monde autour qui ont ces expertises-là pour t'assurer qu'il rend les services que tu crois qu'il doit rendre. C'est complexe de bâtir, surtout aujourd'hui. Claude a peut-être un point de vue là-dessus. J'ai toujours un point de vue. Et c'est jamais un point de fuite. C'est pas un point de fuite. Moi, je suis pas... j'ai toujours dit que le concours est un mode, mais c'est pas le mode. C'est pas le seul. Quand vous regardez le processus créatif via le concours, moi, contrairement à Charles Mathieu, je pense que l'importance du dialogue constant entre
l'intelligence du client, en supposant que c'est un client intelligent, avec un créateur sensible. Et il y a un dialogue là qui est important parce que la communication se passe entre le client qui a aussi ses points de vue, ses idées. Et je pense que c'est au professionnel d'être capable de bien saisir ça. Alors donc, c'est vrai qu'il se réalise d'excellents projets à travers les concours. On l'a vu au cours des dernières années. Mais aussi, il y a d'excellents projets qui se font sans concours. Et on pourrait citer la Fondation Louis Vuitton qui vient de terminer avec Frank Gehry un projet d'exception. Et tous les projets qui ont été faits par Gehry, en général, n'ont pas été des projets de concours. Et je pourrais en citer une liste longue d'échecs et de succès d'un bord comme de l'autre. Alors, pour moi, ce n'est pas systématique qu'on doit référer à la formule concours dans tous les cas. Donc, je ne suis pas catégorique sur ça. Mais je reconnais que les projets de concours qui ont été faits, surtout, je regarde les bibliothèques qui ont été réalisées récemment, ça a été un succès. Vraiment, c'est un succès. Et il y a des choses maintenant qu'il faut ajuster parce que la commande se rétrécit. C'est la façon que les invitations sont faites qui ne donnent pas accès nécessairement à tout le monde qui n'ont jamais fait une bibliothèque de leur vie. Alors donc, là, il y a une espèce de recadrage à faire pour permettre d'ouvrir la compétition. J'étais président du jury pour le concours de la salle de concert de Saint-Jérôme. Puis malheureusement, on avait à choisir 3 candidats. Et le critère, c'était qu'il fallait avoir réalisé une salle de concert. Alors évidemment, il y a des gens qu'on a laissés en plan, qu'on n'a pas sélectionnés, parce que le critère, c'était ça. Alors, tu appliques le critère. Donc, je pense que là, il y a des correctifs à apporter. Mais en même temps, si je change de côté, puis je regarde d'autres projets qu'on a faits, bien évidemment, tu as cité Erskine American qu'on a fait, puis c'était pas un concours. On a été publié dans une vingtaine de pays. Je regarde Pointe-à-Calière, c'était pas un concours. La Maison des Marins, ça n'a pas été un concours. Je peux en citer 25 à Montréal. Ce sont des beaux projets intéressants, mais qui ont été faits d'une autre méthode. Alors, je pense que j'ai donné mon point de vue. Je ne veux pas m'éterniser sur ça, mais je ne suis pas d'accord pour les gens qui sont dogmatiques. C'est sûr que les concours, ça peut devenir comme une machine à saucisses. C'est facile à introduire dans un processus administratif, mais ce que vous parlez tous les deux, c'est des processus créatifs. Frédéric. J'allais juste dire que d'un point de vue justement de communication, c'est quand même un repère, un concours. Peut-être que ça ne devrait pas l'être, là, qu'on dit qu'il y a aussi des mauvais concours qui se font, mais non. Il reste que c'est déjà un petit drapeau levé pour dire. Puis, en tout cas, c'est ça. J'allais dire aussi les bibliothèques. C'est vrai qu'il y a eu vraiment des belles réalisations ces dernières années avec Guy Favreau en est un, mais même aussi en périphérie, il y en a eu plusieurs. Mais c'est pas un gage donc de qualité. Je suis loin des dogmatiques de nature, mais juste pour la référence d'espace... Chacun prend son micro, là. C'est moi qui donne les droits de parole. La référence du concours d'espace pour la vie, tu vois, on a dit, on a 3 musées à refaire. On s'est dit comment conjuguer la reconnexion de l'humain et la nature par ces 3 musées-là de façon différente. Donc, c'est sûr que ça prêtait un concours, naturellement, mais la chose qui s'est ajoutée, là, qui est assez intéressante, c'est qu'on a fait une présentation publique. On l'a fait en 2 volets. On s'est compliqué la vie. Puis dans le 2e volet, on a fait une présentation publique. Puis il y a eu 250 personnes qui sont venues par soir, 4 soirs. 1000 personnes, Montréalais, sont venues pour voir les lauréats potentiels. C'était des finalistes dans chaque. Donc, il y avait 4 finalistes dans chaque. Donc, c'était 12 firmes. Et là où on aimerait aller, c'est finalement parce que, et dans le concours, ça n'exclut pas le fait que le gagnant il est toujours en dialogue avec le client après. C'est pas un clé en main, c'est pas final. Là. Il y a toujours un travail qui se fait. Mais ce qu'on essaie de voir, c'est quelle pourrait être la contribution et l'inspiration qui vient aussi du collectif, qui lui va être
face à ça aussi. Alors, c'est, comme je disais, la diversité de la créativité est importante aussi, des points de vue. C'est un processus ouvert sur la société aussi. Exact. Moi, on était sur Moi, je pense que je vais laisser le débat du concours parce que c'est un aspect. On peut aller sur la question nationale, si tu veux, mais Oui, c'est pas à l'ordre du jour. mais je reviens l'importance de la participation citoyenne et quel que ce soit un concours, un autre dossier, une commande directe, c'est très, très important. Et en même temps, j'ai comme l'impression que il faut qu'il y ait des événements comme à soir et plus de débats, plus de rencontres pour exposer les projets. C'est pas quand ils sont bâtis qu'il faut les critiquer. C'est vraiment quand ils sont en train d'être en mode création. Alors, donc, d'avoir plus de... C'est comme nous autres à Angus, on est en train de créer un nouveau fragment là, de ce quartier-là. Et on a été étonnés. On a fait un appel au public. Puis on a eu, dans une soirée, 450 personnes qui se sont déplacées pour simplement leur présenter un projet potentiel qui s'en venait avec les principes, les valeurs qui étaient communiquées. Alors, pour nous autres, là, au niveau de la création, là, c'est de la nourriture, c'est de l'énergie parce qu'on reçoit des commentaires en mode direct. Mais il ne faut pas oublier le politique. Quand nous autres, on se retourne de bord, puis on dit, on s'en va rencontrer, mettons, les gens à l'arrondissement ou les gens à la ville, bien, écoutez, on a 450 personnes qui sont venues là, nous dire qui aimaient ça ou qui n'aimaient pas ça, puis qui ont commenté. C'est tellement important. Tellement important. Là, on retourne, puis on vit des moments, à ce moment-là, d'échange avec les fonctionnaires qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus dynamiques, puis là, on est capable d'améliorer les choses. Puis changer aussi, pour certains, on sait très bien, les gens de génie civil, les gens de circulation sont... Moi, je me souviens de projets comme quand on a fait le quartier international, on voulait reformer le Square Victoria dans sa configuration d'origine. Écoutez, c'était pas possible. Là, arrêtez ça. Là. Et nous autres, il avait créé un axe là, dans les années 60. Une diagonale. Une diagonale là, qui coupait le parc complètement. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas marcher. Voyons. Alors, il a fallu avoir vraiment de l'énergie puis du support de certains urbanistes pour être capable de convaincre toute cette machine-là puis renverser. Puis on l'a fait là. On l'a fait dans d'autres dossiers parce que les gens pensent que tout est immuable puis qu'on ne peut rien changer. C'est pas vrai. La ville s'est enlaidie pendant les années 60. Je ne me gêne pas de le dire. Puis je pense que depuis 30 ans, Montréal s'améliore tout le temps. Puis c'est vrai, tu as raison. Il y a des beaux petits projets. Il y a des projets de quartier, des projets de... Alors, il ne faut pas être défaitiste, mais on a besoin du public. Les architectes ont besoin... C'est pas compliqué, là. On a besoin d'avoir du support. Hug an architect. Hug an architect. J'allais dire aussi, c'est le temps du tout à l'automobile, il n'est pas... Je veux dire, on commence à peut-être en sortir. Les réaménagements de la rue Laurier-Bernard, l'élargissement des rues, on commence à avoir des mesures d'atténuation de la circulation. Puis ça, bien, ça fait en sorte que là, au lieu d'être en auto, on marche, on regarde autour, puis on est capable de dire c'est beau, c'est moins beau. Quand on est dans son auto, on est peut-être moins conscient. J'ai comme l'impression que c'est lent aussi, là, mais c'est peut-être sur la voie là, de changer. En tout cas, des fois, c'est ma perception. En fait, vous allez dire, je suis contradictoire. Mais c'est Dans un un échange. sens, je peux Tu peux m'échanger jouer moi-même. deux personnes. Non, mais j'ai observé, moi, C'est un deux pour un. à cause de mes 30 dernières années de pratique, j'ai observé une amélioration du domaine bâti. Ça, pour moi, c'est clair. Mais il y a encore beaucoup de dangers parce qu'on est dans une dynamique qui a commencé peut-être il y a 5, 6 ans, 7 ans, de cette dynamique-là, tu sais, du faire bon marché, du budget à tout prix, de la bureaucratie qui s'est augmentée.
Puis tout l'argent qui passe dans la gestionnite, mais ne va pas dans le projet. Et là, actuellement, on assiste à ce syndrome-là. À Québec, on a tout regroupé sur un seul parapluie, tout ce qui était immobilier, institutionnel, gouvernemental. Là, on a un entonnoir, puis on est en train de dicter, et là, on a mis par-dessus nous des ingénieurs, des gestionnaires, des opérateurs, des comptables, des avocats, pour nous dire comment pratiquer notre métier. Alors, c'est ça qui se passe, là. Il faut réaliser là, une chose. Nous, là, on est tout seul dans notre coin avec un armada de comptables et je les aime bien, les comptables, on a besoin. Mais pour nous dire comment pratiquer notre métier. C'est incroyable. Nous autres, on le vit, là. Puis c'est une pression. Alors, nous autres, on veut se sortir de ça, puis on veut être capable de faire une pratique normale, puis d'être capable de créer, mais de ne pas avoir 25 000 rapports à écrire pour justifier une direction. Alors, c'est ce qu'on vit. Je pense d'un côté, ça s'est amélioré, mais là, c'est en train de, comme on dit en français, c'est en train de prendre une tournure, je dirais, assez dangereuse, personnellement. Je suis très préoccupé. Si on pourrait voir avec des historiens le degré d'administration que Vauban avait à supporter pour fortifier le royaume de France par rapport à ce que quelqu'un qui veut faire une bibliothèque. Charles Mathieu. J'aimerais peut-être amener une réflexion qu'on n'a pas encore soulevée, c'est-à-dire que le danger, c'est toujours de regarder la dépense et pas le revenu. On est dans une logique de dépense, on n'est pas dans une logique de revenu. Mais si tu règles que tes dépenses, tu ne règles pas tes revenus, donc tu vas perdre tes revenus. Dans le cas qu'on discutait, par exemple, avant la conférence, c'est qu'il n'y a personne à Paris qui se pose la question des fortunes qui sont dépensées sur l'entretien des monuments historiques. Quand ils ont remis la feuille d'or sur la clôture autour du ministère de la Justice, il n'y a personne qui a fait de révolution. J'étais là à ce moment-là, dans ces mois-là. Parce que si vous regardez combien il y a de touristes qui se déplacent à Paris par année, c'est sûr que c'est rentable. Alors, je pense que la vision holistique que je discutais ou que je suggérais tout à l'heure, qui était de voir l'ensemble des problématiques qu'une société traverse en ce moment, donc la prospective de voir où on va et comment on veut construire des villes, on doit le faire aussi avec une prospective économique, le bien de tous, c'est le sens étymologique grec du mot économique. Alors, il faut le regarder en revenu. Et en architecture, le piège, parfois, c'est, à force de faire ça, c'est-à-dire qu'on ne donne pas l'élan, la pleine maturité à l'idée de s'exprimer, qui, elle, inspire et invite. Et à ce moment-là, on perd son attrait potentiel et on n'attire pas plus, mais on n'a pas dépensé. Il y a une chose que je pense que moi, je ne me gêne pas de répéter. Quand on construit un bâtiment, puis c'est un exemple que je reprends régulièrement, parce que je voudrais que le monde le comprenne. Quand on fait un bâtiment, que ce soit un hôpital, quand vous regardez les coûts de la construction de l'hôpital, ça équivaut au coût d'opération annuel. Alors, si vous dépensez 200 millions pour construire un hôpital, c'est à peu près ça que ça coûte pour l'opérer à chaque année. Et les gens oublient ça. Alors, quand on coupe 10 % des coûts de cet hôpital-là, sur le coût d'opération, le loyer effectif, c'est marginal. Mais par contre, l'impact sur la qualité, sur l'ambiance, c'est énorme. Alors, les gens vont travailler dans un environnement moche. Ils vont travailler dans un environnement qui n'est pas stimulant. Et tout ce discours-là, économique, n'apparaît jamais. Tu as raison dans ce sens-là. C'est qu'on prétend tout le temps qu'une bonne architecture, une architecture intéressante, c'est une dépense. Mais ce n'est pas vrai. C'est un investissement. Puis c'est porteur. Moi, j'ai vécu un cas là, assez pathétique. J'avais fait un CHSLD avec des magnifiques fenêtres. C'était parce que les personnes âgées sont alitées. Je m'étais organisé pour que quand tu es alité, tu as une fenêtre qui fait la longueur du lit, puis tu es directement et tu vois le parc, tu vois les arbres. Je fais un autre CHSLD, il y a quelqu'un qui me dit non, c'est terminé ça. Maintenant, c'est une fenêtre de 4 par 4 dans la chambre. Et la réponse, c'était c'est pas important. La personne est toujours couchée et regarde le plafond. Alors, je vous dis, c'est vrai, je l'ai vécu et je me suis fait imposer ce genre d'attitude-là. Mais c'est ça qu'on a, nous autres. On est obligé, dans ces petits détails-là, tous les jours, on est obligé de
prend le bâton de pèlerin puis essayer de se dire, c'est pas vrai. Tu sais, les gens qui ont fait des écoles sans fenêtre là, dans les années 60, il fallait-tu qu'il y en ait fumé du bon? C'est pas possible de penser 1 minute et quart de faire des écoles sans fenêtre. On a transformé les HEC, là, l'ancien HEC de Dessel, on a tout ouvert ça partout. Il n'y avait personne qui voulait aller étudier là. Il n'y a personne. Mais comment ça se fait qu'on a plein de gens, de diplômés de HEC d'abord là? Mais là, c'est parce est-ce qu'il avait qu'ils fui venaient, dans le ces projet gens-là? d'Anganou. Il était rendu sur la côte Sainte-Catherine parce que Dan a réussi à faire un oui. projet intéressant. Oui, mais oui, merde, Mais Bon. c'est pathétique. Puis il y a pas, même aujourd'hui, on n'en parle pas. Il n'y a pas de discussion sur les Non. programmes. On a ici We have an architect with a view. Frédéric. Non, Et mais avant ça, peut-être qu'on pourrait, les gens, s'ils ont des questions, il y a un micro qui va circuler là. Alors- J'allais juste, en fait, c'était plus une question que j'avais. Ça doit être un défaut professionnel, mais c'est parce que ça m'a toujours fasciné. C'est une journaliste. Faites des réponses courtes. J'aurais aimé ça aborder ça, cette question-là au devoir, mais finalement, j'ai pas eu le temps avant de partir. Mais la question de l'écart entre les plans initiaux à partir desquels on choisit, qui guident finalement la sélection, disons qu'il y a un concours, et la réalisation, parce qu'il y a souvent un monde de différence, si j'ai bien compris, entre l'un et l'autre. Je veux dire, il y a eu l'exemple du 222, la vitrine culturelle, les premiers plans, c'était Paul Andrieux. Là, je ne sais pas trop ce qui est arrivé, mais ça a changé complètement d'aspect. La grande bibliothèque, qui finalement s'est retrouvée avec des panneaux de verre qui sont mis à tomber au lieu des panneaux de cuivre. Je pense que le CUSUM aussi, c'en est un autre, le Centre universitaire de santé de McGill. C'est un autre cas où, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est de la rumeur, là, mais il dessinait quasiment les modules, les différents modules au fil de la construction selon le budget qui restait, puis constamment en train d'être obligé d'atténuer puis de réviser à la baisse. Ça tue un peu, donc, l'espèce C'est d'idée. une question d'échelle dans le projet. Mais Oui, il y a une question Mathieu. d'échelle. Nous, dans chacun dans lequel moi j'ai vécu, on a toujours coupé. Je veux dire, à la TAU, il y avait une mezzanine, elle n'est pas là. On l'a enlevée. Le gagnant du concours ne dit pas à personne, mais c'était carré. Fait que tu sais, c'est carré. Puis à un moment donné, on a dit les professionnels sont allés en Europe, puis c'est revenu rond. Mais je veux dire, ça, c'est mangeable. Dans le temps que j'étais dans le milieu du cirque, on pouvait se permettre des choses comme ça. C'est quoi l'étymologie du mot cirque en passant? Mais, non, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais c'est vrai que la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est dynamique. L'architecture, puis Claude est mieux équipé que moi pour parler de ça, mais c'est dynamique. Et la différence entre le plan et le bâtiment, c'est la vie. Et ça, c'est la réalité. Et le problème qu'on a aussi, c'est la perception. Ce n'est pas des extras, nécessairement, on va dire, hey, ça coûte plus cher. C'est que tu rencontres des problématiques sur le terrain, tu te dis, c'était pas prévu. Quand tu fais une intervention majeure comme ça sur l'espace physique de la planète, c'est normal qu'il y ait des imprévus. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des abus, mais je pense qu'on confond tout maintenant. Et c'est un processus dynamique qui doit ou bien sacrifier, parce que tu sacrifies des choses au passage. Malheureusement, souvent, c'est l'architecture à la fin. Donc, tu te retrouves avec moins de budget à la fin, puis après ça, il te reste ce qui te reste pour faire de l'architecture. Mais c'est quelque chose de dynamique, de vivant. C'est normal que ça bouge. C'est ce que je veux dire. Mais en fait, ça fait pas rapetisse. l'idée du dialogue. oui, mais en C'est fait, normal que Des fois, ça rapetisse. rapetisse. Ouais. ouais, mais en fait, je pense qu'il y a toute une discussion autour de ça. Je pense, entre autres, la commission Charbonneau n'a pas aidé. Ça a aidé dans un certain sens, mais ça n'a pas aidé dans un autre sens, parce qu'on a commencé à mêler un peu tout. Et quand on parle de construction, c'est un prototype. C'est un prototype qui évolue tout le temps. Alors, soit qu'on a des choses qu'on est obligé d'enlever parce qu'on s'était donné un budget et on veut quand même respecter ce budget-là. Mais quand il y a des augmentations de coûts, je peux vous dire, là, pour être sur le terrain et en faire depuis des années, en général, c'est toujours des éléments qui avaient été non programmés et qu'on a voulu rajouter. Alors, il y a un charriage littéral sur ça, sur les augmentations de coûts. On dit, on a un projet qui était évalué à 12 millions puis rendu à 16 millions. Mais ce n'est pas 16 millions frivoles comme ça. C'est pas vrai. On a des mécanismes de contrôle.
On a des mécanismes d'approbation. Et quand on a acheté pour 16 millions, c'est parce qu'on a acheté pour 16 millions. On ne s'est pas fait voler 4 millions. C'est pas vrai. C'est qu'il y a eu des choses qui se sont ajoutées, se sont précisées. Le prototype s'est raffermé. Et il y a pendant longtemps, il y a des politiciens qui ont vraiment fait du charriage sur ça, comme la construction du métro de Laval. De Laval. J'ai entendu des sornettes, des vertes et des pommures. Là. Franchement, c'était pitoyable. Alors, il y a du charriage. Et je pense qu'au Québec, il y a eu une absence, un laxisme de contrôle dans le génie civil, dans ce qui est l'asphalte, les constructions des goûts d'infrastructure. Mais dans l'architecture, on n'a pas vu ce phénomène-là. Parce que l'architecture, c'est tellement fragmenté, puis il y a tellement de sous-traitants qu'il ne peut pas avoir de collusion. Ça, il n'y a pas une commission qui est arrivée à faire cette démonstration-là. Et ce n'est pas ce que moi je vis puis ce que j'ai vu. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis qu'on a tout mêlé. Puis que là, on est rendu qu'on a beurré, puis on a beurré tellement que tout ce qui est une augmentation de coûts, c'est du vol. Et ça, je m'excuse, mais ça fait mal à la communauté, ça fait mal au projet d'architecture. Tout le charriage qu'il y a eu sur la caisse de dépôt, ça a été du charriage. Vraiment, premièrement, ça n'a pas coûté le double, c'est pas vrai. Ça a coûté un certain montant. Puis la caisse de dépôt profitait d'un taux d'intérêt préférentiel. Et la caisse était sage. Ils ont dit, on va utiliser ce taux préférentiel-là pour se donner un bâtiment de stature internationale. Et là, on a charrié. Tout le monde, les médias se sont mis ça, un palais de verre, etc. Aujourd'hui, c'est le bâtiment phare de Montréal. C'est un des plus beaux bâtiments qui s'est fait dans les dernières années. Personne n'en parle du prix. Personne n'en parle du prix. Mais parce que on n'en parle plus. Parce que c'était, d'abord, premièrement, faux sur toute la ligne. Et je ne l'ai pas fait, ce projet-là. Là. Puis je peux dire une chose, il y a des gens qui ont été très, très affectés par ça. Puis, et toute la dynamique, on nous charrie encore avec le stade olympique. On va-tu en finir, du stade olympique? Franchement. On va pas sur le stade olympique. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait apporter des questions? Any points to raise? Monsieur et madame. Monsieur d'abord. Mais attendez le micro. On ne vous demande pas votre numéro d'assurance sociale, mais on vous salue. Bonjour, je m'appelle Antoine Bonnetou. Je travaille dans le milieu. Le milieu, faites attention, en français, le milieu, ça veut milieu dire de des l'architecture, choses, du design, de l'urbanisme, ouais. On va dire celui-là comme ça. On va dire ça comme ça. Moi, c'était le sujet de la discussion qui m'intéressait, puis c'est là-dessus que j'aimerais revenir. Je trouvais qu'il y avait des belles pistes de réflexion dans ce que nos trois intervenants, nos trois conférenciers ont dit, mais si on prend le titre, là, mot pour mot, on associe architecture avec luxe, puis on parle d'inabordable. Je trouve que il me semble que dans la salle, ici, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu. En tout cas, moi, j'en ai reconnu plusieurs. Puis je trouve ça bizarre que nous-mêmes, on associe ces mots-là ensemble. Puis je trouve ça plate aussi qu'on parle souvent d'architecture en termes de beau. Comme si nous, on savait ce que c'était que le beau. Puis c'est le beau qu'on associe au luxe. Comme si le beau était superficiel. Comme si le beau n'était pas nécessaire. Quand on parle de culture, on ne parle pas de coût, on ne parle pas de nécessité, on ne parle pas de luxe. Je trouve que c'est peut-être... Le problème vient peut-être de l'intérieur là-dessus. Ben, c'est vrai, vous savez que des fois, je pense que Charles Mathieu a une belle piste là-dessus. Là. Une belle piste, vous aurez noté. Mais, une piste de cirque. C'est pour ça que je trouve que c'est important, ce type de rencontre, parce qu'on a perdu un certain confort avec des mots. On ne peut pas parler de beau, mais on peut parler d'amour. On ne peut pas parler d'amour. Il y a quelques années, on ne pouvait pas parler d'amour non plus. On ne peut pas avouer l'affection de façon aussi manifeste qu'on peut le faire aujourd'hui. Il faut retrouver une communication avec le beau. Le beau, c'est pas quelque chose de tangible, c'est quelque chose que l'on veut atteindre. Alors, c'est pas de posséder le beau, de dire qu'est-ce qui est beau ou pas beau. C'est de le vouloir. C'est de vouloir avoir ça. Et là, quand on veut ça, on ne sait pas tout à fait, mais on a tous une certaine excitation à vouloir l'atteindre. Et je crois que collectivement, on doit se donner ces mots-là. On doit rester avec le beau, on doit rester avec cette idée de collectif, d'environnement,
de qualité de ce qui nous entoure, d'émerveillement. C'est là-dedans on est des humains, après tout. Et c'est cette gêne que l'on a de se retenir, surtout quand on arrive dans des termes, dans des concours comme ça, il faut retrouver cette magie-là pour, après ça, être capable de continuer à vivre comme espèce vivante. Je pense qu'on ne peut pas se couper de ça. Ce n'est pas une notion esthétique ou une certaine esthétique. Le beau aura un débat. Frank Gehry, il y a des gens qui trouvent ça absolument affreux, Moche. baroque, ça le mot que je cherchais, monstrueux. Mais à tout le moins, c'est un effort qui a été fait pour ça. Mais j'ajouterais une autre couche. Puis là, je vais être un peu plus clair. Le beau, à mon avis, on y est un peu trop. C'est-à-dire qu'on a perdu notre confiance par rapport à ce mot-là. Il faut le retrouver. Mais il est presque trop tard parce qu'il y en a un autre qui est aussi important, sinon plus important. Et celui-là, c'est la survie. Alors, le beau, iconique, éponyme, doit, à mon avis, tenir compte des enjeux sociétaux et environnementaux que l'on a. Et là, avant même, ça aurait été plus facile si on avait pu vivre avec un mot philosophique, avec une certaine philosophie de vie, pour être après ça plus à même de poursuivre. Mais là, intégrer le beau et le survie, j'avoue que c'est un gros défi pour nous. On ne va Mais pas en tout faire fait, asseoir, là, on va en garder. En fait, je peux juste rajouter Oui. que c'est clair que de parler de beauté avec des clients, que ce soit institutionnels ou autres, c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Parce que c'est un sujet qui est comme trop délicat, puis les gens ne veulent pas embarquer dans cette patinoire-là. Puis surtout, ils vont dire, écoutez, là, il faut que ça soit correct, là, mais il faut que ça rentre dans mon budget. Là, hein. Puis si c'est trop beau, si c'est beau, vous n'êtes pas là pour gagner des prix d'architecture. C'est un message-là, je le lis tout le temps. Alors, et pire que ça, moi, je pense que ça remonte longtemps. Quand j'étais à l'université, quand j'ai rentré à l'université, c'était longtemps, on avait évacué déjà la notion de beau. On n'en parlait pas. On avait même tassé beaucoup de choses à cette période-là. Alors, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on n'aborde pas ce sujet-là. C'est clair. Madame? Bonjour, Anastasia Ravitch. Je suis citoyenne de Montréal. Je pense que vous adressez ici un public qui est convaincu de ce que vous dites. Ma question, elle porte, j'aimerais vous entendre par rapport à une réflexion. Comment vous allez convaincre les autres? Parce que moi, ce que je constate, c'est que l'Ordre des architectes, par exemple, n'est pas là pour vous aider, vous. J'ai parlé dans le sens de promouvoir finalement les activités que vous faites. J'ai eu plusieurs petites réflexions pendant votre conversation, votre échange et tout ça, puis je me disais, j'ai souvent dit ça à des architectes, j'aurais aimé ça, moi, qu'un jour, les architectes signent leur réalisation, qu'on voit au pied des bâtiments que c'est fait par Claude Provencher, que ça soit fait par Lemay Michaud. J'aurais aimé ça le voir. L'autre chose aussi, c'est que je trouve qu'il manque de vedettes au terme, et puis c'est bête, là, mais c'est parce qu'on évolue dans un milieu de vedettes. Et je faisais le rapport, je me disais, il y a une quinzaine d'années, il n'y a personne vraiment qui se souciait des chefs en cuisine. C'était des individus qui nous faisaient à manger. Et puis, il fallait que ça soit bon. Mais maintenant, c'est des gens à qui on donne tout un espace. Et je pense qu'en Europe et puis à travers le monde, il y a des architectes qui sont reconnus et qui sont connus. Et je me demande pourquoi ça ne se fait pas ici. Alors voilà, c'était ma question. Frédéric. Vas-y. Voilà. C'était juste pour C'est page culturelle. te renvoyer la balle parce que tout à l'heure, tu parlais justement de la taille. On parlait de la récente fusion des firmes avec Lemay, là, qui devient une grosse firme, probablement la plus grosse au Québec. Et il me semble que c'est un lien, c'est-à-dire que tu parlais de la taille des firmes ou des boîtes d'architecture. Je pense que le sujet que vous touchez, il touche à une capacité de communiquer, une capacité d'être présent dans le milieu et de pouvoir avoir une certaine influence. Puis, et vous
avez raison, puis je n'ai pas de réponse, de solution. Mais une chose que moi j'observe, c'est qu'on est à peu près 3 000 architectes, 4 000 architectes au Québec, là, je ne sais pas. Mais en bureau organisé, peut-être, je ne vais pas dire d'Henri, là, mais à peu près 400 bureaux. Dans les 400 bureaux, il y en a à peu près, je dirais, je ne sais pas, sortir de statistiques en l'air comme ça, mais moi, je dirais qu'il y a à peu près 330 bureaux qui sont une personne, 2 personnes. C'est un non-sens, parce que ces gens-là pratiquent seuls. Alors donc, ils n'ont pas de capacité financière, ils n'ont pas de capacité d'être sur la place publique, de communiquer. Vous savez, il y a à peu près 50 bureaux de 20 personnes et plus au Québec. Des bureaux de 30, pas 30, mais je dirais 50 personnes et plus. On parle de 20 bureaux à peu près. Mais aussi, il y a une responsabilité collective parce qu'on a des institutions qui pourraient aider les bureaux à atteindre un seuil d'une taille importante. Parce que tous les cabinets, vous faites référence, que ce soit Jean Nouvel, que ce soit Renzo Piano, que ce soit Foster, c'est pas des petits cabinets, ça, là. C'est des machines. Tu sais, Herzog de Meuron, là, c'est 200 personnes. Chez Piano, je ne sais plus combien ils sont, mais Foster, c'est 500-600 personnes. Alors, c'est des gens qui ont des capacités de pouvoir communiquer puis de prendre l'espace public. Et en même temps, ils ont les moyens de faire des concours, ils ont les moyens de faire des prestations majeures et ils se sont développés, ils ont du talent, c'est clair. Mais on a des gens qui ont du talent au Québec. Puis le problème, c'est qu'ils sont seuls. Mais vous avez des chefs qui étaient seuls. Oui. Et puis, ils ont attiré des gens vers eux. Oui. Puis c'est pour ça que je vous dis, moi, je pense que vous avez vu, vous avez un public Oui. qui est là. Moi, je trouve que l'ordre des architectes n'est pas adapté à vos besoins de communication. Puis je me demande ce que vous attendez des architectes pour vous mettre ensemble. Bien, je vais vous annoncer quelque chose. Depuis 1 an et demi, on a notre association qui, d'ailleurs, qui est une association d'architectes en pratique privée, qu'on veut abolir ce terme-là pour l'ouvrir à l'ensemble des architectes, les 3 000 ou 4 000. Ça, c'est notre projet pour cette année. Puis en même temps, l'ouvrir au public comme l'AIA, l'American Institute of Architects. Tous les gens qui sont ici dans la salle peuvent être membres. Ça donne les moyens. Donc là, ce qu'on est en train de créer avec cette association-là, c'est de se doter de moyens pour faire de la diffusion, de la communication, puis d'encourager nos collègues à se regrouper. Parce que si les bureaux avaient une taille décente, ils pourraient se payer une promotion décente. Ils pourraient s'offrir et attirer des talents, puis d'assurer une forme de pérennité dans le développement, puis d'augmenter la qualité. Moi, ce n'est pas vrai que c'est ça. Juste les petites agences qui sont bonnes. Il y a des grands cabinets internationaux qui sont extraordinaires. Puis on en a des cabinets ici au Québec qui sont très bons, mais ils mériteraient d'être... les gens mériteraient de se regrouper. Mais ça, je ne sais pas si c'est culturel, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est parce que nos architectes ont l'impression de ne pas être capables de survivre s'ils sont en groupe. Parce que... c'est leur petit côté vedette et artiste, quoi. Oui, un petit côté vedette, artiste, mais en même temps dans leur sous-sol. Mais par contre, je regarde la responsabilité d'un groupe comme la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt, le véhicule pour faire du développement international. Ils font un projet à Toronto, là. On n'est pas là. Il n'y a pas un architecte du Québec. C'est notre bas de laine. Alors, ces gens-là, ils ont le pouvoir de permettre le développement de l'architecture du Québec. Juste finir, rapidement, c'est une affaire que vous ne savez pas, mais à chaque année, les prix du gouverneur général du Canada et les prix de la Revue canadienne d'architectes, en général, je ne vais pas charrier, là, mais 60 à 70 % ce sont des gens du Québec qui obtiennent les prix. Et on dit que le cinéma est extraordinaire au Québec, mais on a de l'architecture extraordinaire. Puis, il n'y a personne qui sait ça. Le cinéma, on en parle, c'est fantastique, les cinéastes sont extraordinaires, mais on a de très beaux talents ici. Il y a des gens très talentueux. Non, puis c'est très important parce que 5 minutes après le film, on raisonne encore, mais 1 heure après, alors que le bâtiment, il peut durer 50 ans.
Puis 50 ans. il bâtit une identité culturelle, mais on est encore dans la culture d'événements. Charles Mathieu. Mais je trouve la question intéressante, mais ce n'est pas nécessairement aux architectes d'y répondre. Je veux dire, la notoriété, c'est quelque chose qui t'est reconnu. C'est pas quelque chose que tu vas chercher. Le problème, c'est que tu te regroupes, oui, mais ça répond. Mais je veux dire, c'est un problème. Sommes-nous intéressés collectivement? 1, 2, les médias sont-ils intéressés? Puis y a-t-il quelqu'un qui est intéressé à en faire un enjeu? Mais c'est pas aux architectes de dire, ben parlez de moi, je suis bon. Je veux dire, si je vais à la télé, moi je dis, je suis bon. Je suis convaincu que je suis bon, mais si personne, je veux dire, vous comprenez? Désolée, parce que moi, les gens que je connais qui sont bons, ils veulent parler d'eux. Partout où je vais, les gens qui sont les bons, les gens qui veulent, ils parlent d'eux. Oui, je comprends, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont avoir plus de rayonnement. Mon point, c'est que pour avoir du rayonnement, c'est pas juste d'être convaincu que tu as du talent, mais il faut que quelqu'un s'intéresse à ton talent. Et c'est ce qui manque. Exact. Donc, ça prend les médias ou ça prend une stratégie pour compléter ça. Les gens sur la rue, puis on leur demande de nommez-nous 2 architectes à Montréal, il n'y a personne. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, OK, on est prêt à aller vers le petit verre de discussion après, là, mais il y a 2 questions, 30 secondes chaque. Il y en a une en haut, là-haut, et puis André Carignan Marc-André qui veut faire un mot de la fin. Alors bonsoir, mon nom est André Blain, citoyen comme tous, intéressé par le sujet. Moi, j'ai trouvé que Montréal avait perdu évidemment de son envergure depuis plusieurs années. Mais on a vu ça au détriment de notre détriment, au profit de Toronto, où depuis 1976, on a déménagé plusieurs sièges sociaux et de l'argent et des moyens. Et Toronto est passé d'une ville plate à une ville aujourd'hui extraordinaire, de part aussi de ses signatures architecturales. Moi, l'architecture, c'est une signature. Moi, je vois l'architecte comme un artiste, mais vous avez pas parlé du tout dans votre présentation du coût de cette, on peut appeler beauté, ou en fait, chaque artiste a sa façon de présenter la chose, mais c'est important ça, et on visite des villes européennes où il y a des signatures un peu partout. Regardez Londres aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qui s'est fait là. Il y a des monuments qui se construisent pour la postérité, et on va les voir encore longtemps. C'est important, l'argent qu'on dépense. C'est là longtemps. Vous nous avez dit, les médecins, ils enterrent leurs patients, mais les architectes, là, on le regarde longtemps, ça. Et une ville vibre l'enthousiasme de ses citoyens, et c'est beau s'abriter, mais il faut le faire aussi avec classe. Je pense que d'un clan à l'autre, les gars se mesuraient en se disant « Non, non, chez nous, c'est plus beau chez vous quand même. Là. Nos huttes sont mieux faites, sont plus chics. On a mis des plumes, là, nous autres, ici. » Et c'est comme ça qu'on a évolué. Mais on dirait qu'on a perdu ce goût-là ici. Il y a eu un projet d'1 milliard, Cirque du Soleil, reconstruire le casino. On a laissé à la population le choix de dire non. Excusez, là. Non, je m'excuse d'interrompre. Là. Coulombe, qui était le président du comité qui a révisé ça, a renvoyé toute la gang faire leurs calculs parce qu'ils n'étaient pas prêts, leur projet. Ils l'ont sorti. Mais là, il va se faire à Toronto, Dino. Bien, il sera à Toronto, oui, mais est-ce que les gens vont à Toronto, à part parce que Pearson est là? Non, mais il va se faire à Toronto. Et ça, c'est un autre débat. La prochaine saison, Montréal-Toronto, on va même inviter le maire Labaume si ça prend ça. Mais pour l'instant, l'architecture, elle a un luxe. Point compris. Dernier point, parce qu'on va vraiment emballer. Marc-André, le micro. On va avoir des commentaires sur les 2 points en terminant. Merci, Dino. Marc-André Carignan, oui, je suis chroniqueur au Journal Métro et à Radio-Canada en design urbain. Bon, c'est sa faute, on a compris, là, mais... Ah, bien, excusez-moi, je voulais me présenter. Je veux revenir un peu sur ce que Mme disait ici. Et M. Provencher, étant donné que vous êtes dans le milieu, je pense que vous êtes, entre autres, concerné. Vous parliez du manque, tantôt, de mobilisation, de support de la communauté. Si on veut améliorer la qualité architecturale au Québec, ça prend des gens qui en parlent, ça prend des médias qui en parlent, mais ça va prendre aussi des architectes qui en parlent.
Et particulièrement avec le gouvernement du Québec, qui est peut-être un des pires clients, mis à part dans le secteur culturel, là, dans la plupart des ministères. Et vous devriez voir le nombre d'architectes qui me ferment la porte et qui ne veulent pas parler de leur projet, qui ne veulent pas se mobiliser parce que le Québec, c'est petit, parce que on peut se couper des contrats en parlant, parce que, bon, toutes sortes de raisons. Il y a très peu d'architectes qui osent. Un des seuls qui a osé vraiment faire un cri du cœur ces dernières années, c'est Maxime Frappier d'ACDF, qui est sorti en disant ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait. Mais des architectes comme ça qui osent, il faut dire que lui a une personnalité très forte, là, mais des architectes qui osent sortir, malheureusement, il n'y en a pas des tonnes. Donc ça va prendre effectivement des gens du milieu on peut bien en parler. Frédéric peut en parler aussi dans ses articles, mais ça va prendre des gens encore plus crédibles, des gens du milieu qui, eux, se mobilisent pour justement parler contre des projets comme l'Orchestre symphonique, le CUSM et d'autres commandes publiques, entre autres, là, qui sont peut-être pas au goût du jour. Écoutez, je peux répondre. À ma manière, ça fait peut-être, je n'ai pas sorti publiquement, mais je peux vous dire que dans les officines, ça a brassé d'un bambou. Moi, j'ai été un de ceux qui n'a jamais caché son opinion sur les processus et ce qui se passait. En même temps, il faut comprendre une chose, puis tu as raison, qu'il y a probablement bien des bureaux qui ont fermé la porte parce qu'ils ne sont pas en mesure de prendre la parole publiquement parce que, évidemment, tu ne manges pas... c'est des donneurs d'ouvrage. Alors, ces gens-là, ils ont la peau sensible. Moi, je peux te dire une chose, j'ai... à l'Université de Montréal, je peux le nommer, là, à un moment donné, j'ai organisé une contestation de l'ensemble de notre communauté pour des questions contractuelles qui n'avaient aucun sens. Mais je peux vous dire une chose, le dernier contrat à l'université, je ne l'ai pas eu. Lisez, read between the lines. Hein? Écoute, donc, on peut être donc shot, on peut faire des choses, mais c'est pour ça que moi, depuis 1 an et demi, j'ai dit on va restructurer notre association pour avoir des porte-paroles indépendants, puis pas se faire ramasser comme on s'est fait ramasser. Fait que c'est là qu'on travaille. C'est en sourdine. Écoutez, on avait encore une réunion d'une journée avec 17 de mes collègues la semaine passée, une journée complète. On travaille pour essayer de s'organiser. C'est pas facile parce qu'il faut vivre, il faut gagner notre pain. Et en même temps, mais on veut mettre en place des outils de communication. Puis il y a tout un débat. Vous savez, au Québec, la dernière étude faite pan-canadienne, les architectes du Québec sont payés 40 % moins cher que tous les architectes au Canada. Ça, fait faire par des économistes actuaires, comparer des pommes avec des pommes, avec le coût de la vie de Toronto, tout ça. Au Québec, c'est vraiment pathétique. Et ça, il faut faire attention à ça. Nous autres, on travaille sur le musée des Beaux-Arts, mais on est des colons. Je vais le dire sincèrement, on est des vrais colonisés. On fait un concours avec OMA, on travaille avec OMA, mais je vais le dire publiquement, OMA, il y a eu des honoraires, plus d'honoraires pour faire le concept que nous autres, on en a pour réaliser toute la job. Puis, je peux vous dire, c'est nous autres qui avons fait la job. On est là à 200 %. Puis, c'est pour ça que je dis qu'on est décolonisés. On organise un concours, on donne de l'argent à une vedette internationale, fine, il a déboulé son projet, mais nous autres, on ramasse les pots, puis c'est nous autres qui fait la job, qui fait marcher le projet. Mais traité d'une façon minable. Oui, mais ça, c'est pas nécessairement lié à tous les concours d'architecture. Non, mais celui-là. Ça, c'est un cas particulier parce que... J'attends de voir les autres. Non, mais parce que dans le cas, parce que la personne qui présente le projet, dans les 3 concours qu'on a fait, c'est des firmes, puis ça, c'est pas le cas, là. Entre l'équilibre entre la firme européenne et les firmes d'ici. Je pense pas que c'est une règle d'un concours, ça. C'est ça que je veux dire. Bon, est-ce que sur les 2 derniers points, Charles Mathieu? Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, parfait. C'est parfait. Après ça, conversation particulière. Frédéric? À propos de... Commentaire. La question de M. C'est ça. Micro. Oui, bien, clairement. Micro. Moi, je pense que... Oups, pardon. Je pense effectivement qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos des médias. Qu'il y a même moi, bon, on n'a pas tout le temps de fouiller pendant 2 heures avant de se trouver un sujet le matin quand on arrive au journal. Donc,
la communication sur les projets qui existent, qui sont là, des fois, il faut aller la chercher loin. C'est sûr que, oui, la question des architectes qui se cachent ou qui ne veulent pas parler des problèmes qu'ils ont rencontrés sur des chantiers ou dans la conception ou dans la réalisation, ça n'aide pas non plus. Mais je pense qu'effectivement... Non, pour répondre à M. Carignan, les architectes et l'Ordre des architectes s'est prononcé très fortement contre les PPP, puis le projet du CUSUM, puis le projet du CHUM. Je peux vous dire, là, et ils ont intervenu, mais le politique était fermé. C'était complètement étanche. Hein, complètement étanche. Alors, disons qu'on a fait beaucoup de démarches, beaucoup d'efforts, sans résultat. Mais aujourd'hui, on voit le résultat. Finalement, là, je pense que la question, M. Carignan, est fondamentale. Puis ce qui est étonnant, c'est que ce qui a le plus d'impact sur nous tous, c'est le cadre bâti, puis on ne parle pas d'architecture. Il y a quelque chose qui ne marche pas là. On parle de parc. Parc, c'est sensible. Il faudrait qu'on ait la même sensibilité vis-à-vis de l'architecture, puisqu'on y vit. Alors, il faudrait trouver un moyen de trouver le twist pour aller chercher ce que Madame suggérait, nos vedettes chefs architectes. Là. Peut-être que vous devriez faire la cuisine en plus. Non, mais les chefs, c'est très bien, mais le grand progrès, ça arrive quand on a des bons boulangers et des bons maraîchers. Et ça, c'est une autre chose. Le chef sans bons produits, la prise, 80% de son travail, c'est d'aller trouver ses bons produits aussi. Écoutez, moi, je voudrais juste qu'on ramasse un petit peu ça pour passer au salon, pour avoir un verre de limité. Je voudrais qu'on salue et remercie nos intervenants. Moi, je note sur le point relativement à Toronto, les gens ne sont peut-être pas conscients, mais l'Hôtel de Ville de Toronto, c'est un concours international qui a été... et il y avait, le jury avait des membres semblables. Certains des membres du jury de l'Hôtel de Ville de Toronto étaient sur le jury de l'Opéra de Sydney. Et ça a donné des landmarks. L'Hôtel de Ville de Toronto, s'il n'était pas où il est, mais s'il était sur le bord de l'eau, ce serait un projet resplendissant. Aujourd'hui, c'est un projet un petit peu merveilleux, mais il ne faut pas regarder autour, surtout pas en face, le Sheraton. Mais donc, cette notion de concours peut bâtir des éléments qui répondent un peu à ce principe qu'Olmsted donnait quand il a décrit son travail sur le Mont-Royal. Il dit « Il n'y a pas plus grande forme d'art que l'art de créer des lieux publics ». Aujourd'hui, on est dans un art d'événements et de production, que ce soit le théâtre, le cinéma, tout ça. C'est des choses qui sont dans le software de la culture. Alors que nous, on travaille sur le where. Alors, le défi de notre discussion ici, est-ce qu'on est capable de se payer une culture qui est quelque part, qui définit de lieu, alors qu'on s'intéresse à tous les droits, à toutes les valeurs qui sont des valeurs immatérielles. La langue ou les droits sont des droits fondamentaux, mais on met énormément d'énergie sur quelque chose qui pourrait se placer dans le vide interstellaire, alors que, comme tu disais, Charles Mathieu, on vit sur une planète dont on a oublié d'être responsable. Peut-être que la relation, c'est aussi... moi, je marque ça, si on faisait un peu un décalage de notre travail sur l'histoire, puis on parlait de la géographie, on ferait un grand pas sur lequel l'architecture pourrait pousser. Parce que les gens, en regardant autour, ils regarderaient le talent de ceux qui savent placer des bâtiments quelque part. Et une dernière suggestion, peut-être, c'est que qui est déjà allé défendre les valeurs de l'architecture? La fenêtre du CHSLD dont parlait Claude, là, c'est essentiel, là, parce qu'on construit des services qui sont en fait des pré-cercueils. Puis ça, c'est une vraie honte, mais il n'y a pas d'inspecteur des droits de l'architecture qui s'installe, qui vont aller voir ça. C'est la couleur du salon à l'entrée qui va compter parce que c'est l'espace le plus confortable pour aller faire une inspection rentable de la qualité architecturale. Et la couleur de la brique à l'extérieur, ces jours-ci, c'est anthracite. La saveur du mois prochain, ça va être rouge-vert et puis je ne sais pas quoi. Mais qui a été défendre des valeurs comme la valeur de cette fenêtre en consultation publique? T'sais, si l'architecture n'est pas capable d'aller se défendre à l'OCPM, l'Office de consultation publique, et qu'il y a juste Héritage Montréal qui est là, puis les gens qui ne veulent pas avoir le bâtiment qui leur fait de l'ombre dans leur cour,
bien, vous allez voir que l'architecture, ça va demeurer un débat de convaincus. Puis on a beau signer, puis ces jours-ci, ça va prendre plus qu'une pierre, parce que c'est tous des consortiums. Là, le créateur individuel, c'est des nébuleuses, puis les noms de compagnie, puis tout ça. Mais peut-être c'est un défi qu'on pourrait essayer de se donner, d'aller porter. Puis l'architecture, ce n'est pas la fin, c'est l'espace. Lisez votre Tao Te Ching, que la valeur du bâtiment, c'est le vide entre les murs, ce n'est pas la couleur du plancher. Et peut-être qu'on a intérêt à faire ça. Cela dit, sur ces paroles, et puis je retiens qu'il faut avoir aussi des discussions philosophiques. Le beau, c'est un mot extraordinaire qu'on a peur. Moi, je préfère le bel ouvrage parce qu'il y a du travail dans l'architecture, il y a du dialogue, il y a de l'invention, puis on oublie ce travail qui est formidable. And the crafts that are behind it, et c'est pas de... I'm not talking of the craft dinner, I'm talking of the crafty abat-jour, but I'm talking of William Morris, la Homestead, ces gens-là qui nous ont appris à bâtir pour l'avenir. On va remercier le McCord. On a un verre de l'amitié à l'extérieur. Next time, the 11th of March, we invite you to come here on a discussion on quartier culturel, is authenticity. Hein, vous avez posé la question du mot beau. On a un mot qu'on utilise en surabondance, c'est le mot authentique, mais des fois, c'est un peu exagéré. Et ça va être avec Guy Bellavance de l'INRS, Alexandre Taillefer, que les gens connaissent pour ses qualités dragoniennes, et Marie-Claude Lortie de la presse, qui a aussi travaillé, vous avez parlé de la cuisine, elle nous a aidé à regarder la façon dont on mange en ville différemment. Alors, merci bien. Un petit verre pour continuer l'échange et à la prochaine.